Birama Kamara, compte rendu. Ce projet d'alimentation en eau potable s'inscrit dans le cadre de la résolution définitive des problèmes d'approvisionnement en eau potable des villages situés sur l'axe Noto-Niosmone-Palmarin. Et malgré l'enclavement de ces localités et la chaleur, les populations de l'arrondissement de Notto Diobass et particulièrement celles de la communauté rurale de Tasset sont sorties en masse pour accueillir le chef de l'État, son Excellence Maître Abdoulaye Wade. Les inaugurations sont nombreuses, mais elles se différencient les unes des autres. L'inauguration que je viens d'effectuer chez vous à Tasset répond aux besoins les plus indispensables dans la vie d'un être humain. Car l'eau est vitale. Comme vous le savez, moi, à chaque fois que j'exécute un chantier, j'ai déjà un projet ou un autre chantier. Je suis très ravi d'entendre vos doléances, car c'est notre rôle de les recueillir et de tout faire pour essayer de les satisfaire. Même si, il faut le reconnaître, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais aussi, il faut savoir que l'essentiel, c'est d'entamer les travaux et nous ferons ce qu'il y a à faire pour que ces travaux puissent être entamés dans les meilleures conditions. D'un coût global de 19,5 milliards de francs CFA, le projet a été exécuté durant 36 mois. Il permettra de mettre en place un système complet d'approvisionnement d'une emprise d'environ 200 km, d'une capacité de 2500 mètres cubes avec un niveau d'eau de 5,5 mètres. Le président, en réglant ce problème, a quand même ravitaillé en eau potable plus de 200 villages du Diobass, donc du département de Thiès jusqu'à Fatick. Le président de la communauté rurale de Tasset a traduit toute la satisfaction de ses administrés devant une telle aubaine qui va changer positivement leur quotidien. Les 52 villages de commune rurale sont servis en eau potable à partir de ces ouvrages, et même les hameaux polarisés par ces villages-là. Donc c'est une journée mémorable, c'est une journée que nous avons appréciée, et surtout le discours que le président nous a tenu. Évidemment, dans la vie des individus, quand il y a des problèmes qui sont réglés, d'autres problèmes naissent. Les travaux de cet important projet ont été financés par l'État du Sénégal en partenariat avec des bailleurs de fonds comme le Fonds saoudien de développement. Après l'étape de Tasset, le président a poursuivi sa visite marathon à Palmarin dans la région de Fatick pour les mêmes objectifs. Birama Kamara, le secrétaire général du Parti des travailleurs et du peuple, PTP, Maître El Hadj Diouf, a décidé de retirer sa candidature à l'élection présidentielle du 26 février 2012 au profit de celle du candidat de l'unité et du rassemblement. Selon lui, en ce moment précis de l'histoire, il faut savoir choisir et rassembler pour Moustapha Niasse. J'ai demandé et obtenu de mon parti le retrait de ma candidature que je porte à votre connaissance aujourd'hui. Face aux nombreuses candidatures qui ne font que le jeu de Wade et de son groupe, parce que Wade ne va pas se présenter, mais le gars qu'il va présenter, son candidat, s'il gagne, le Sénégal serait toujours le Sénégal de Wade, avec les mêmes pratiques. Pour donc battre le régime de Wade et des wadistes, pour éviter qu'un wadiste soit au pouvoir, j'ai décidé de retirer solennellement ma candidature pour soutenir avec mon ami Diombas Diaw, avec tous mes amis, la candidature de l'unité et du rassemblement. Je vous nomme la candidature de Moustapha Niasse. Pourquoi la candidature de Moustapha Niasse? Nous avons ensemble fait l'alternance. Au bout d'une année, il a été trahi. Il n'a pas pu donc exécuter le programme pour lequel il a été élu en même temps que Wade. N'oubliez pas que Niasse a été un premier ministre élu. Parce qu'au second tour, Wade avait, sur toutes les affiches, il a dit publiquement, si je passe, mon premier ministre sera Moustapha Niasse. Est-ce que le Sénégal ne doit pas quelque chose à Moustapha Niasse? Il permet le changement. Sans Niasse, il n'y aurait jamais eu changement dans ce pays. Wade n'aurait jamais battu Abdou Diouf. Et lui-même le sait. Celui-là a été trahi immédiatement par Abdoulaye Wade. Mais quand même, si on doit se rassembler, si on doit rectifier Abdoulaye Wade, si on doit rectifier l'alternance, si on doit reprendre ce pays, mais celui-là qui avait des idées, qui avait travaillé d'arrache-pied pour le changement, et qui a fait partir Abdou Diouf, celui-là est là toujours vivant.
Pendant que Maître El Hadj Diouf lâche du lest, une autre candidature se déclare, celle de Keba Kende. L'homme d'affaires sénégalais a officialisé sa décision de briguer le suffrage des Sénégalais. Plus de détails avec nos reporters que sont Birama Saounera, Ousmane Sissé et Mamadou Ndiaye. À quelques semaines de l'élection présidentielle, la liste des candidats s'allonge. Keba Kende, président du mouvement Sénégal 2.0, vient de se lancer dans la course à la prochaine présidentielle. L'homme d'affaires vient d'officialiser sa candidature et de dévoiler ses ambitions pour le Sénégal. Nous pensons le développement du Sénégal dans le contexte d'une civilisation globale, dans le contexte d'une économie globale, et nous voulons redonner au Sénégal la position de leader et la position qu'il devrait occuper dans le concert des nations. L'une des priorités de Keba Kende, 44 ans, est de rendre compétitive l'économie sénégalaise. Le programme de l'homme d'affaires et patron de Sénégal 2.0 s'articule autour de 4 grands axes, notamment l'agriculture, l'éducation, l'habitat et la santé. 4 programmes dits prioritaires dans lesquels l'État jouera un rôle moteur en termes de politique économique et d'investissement. L'agriculture étant bien entendu le premier point, l'éducation, la santé et l'habitat. Pour ce qui est des autres secteurs, nous faisons confiance aux Sénégalais au développement du secteur privé, que nous allons appuyer par la mise en œuvre d'un cadre légal, réglementaire et fiscal incitatif et lisible pour permettre aux Sénégalais de développer des entreprises compétitives sur le plan national et aussi en faire des géants régionaux afin qu'ils créent des emplois particulièrement pour les jeunes. Keba Kende est un économiste. Il est également le fondateur et président directeur général de Millennium Finance Corporation, une banque d'affaires établie à Dubaï. Le leader de Sénégal 2.0 a également été au cœur de nombreux partenariats publics-privés en Afrique et au Moyen-Orient. Il compte désormais mettre son savoir-faire au service de son pays, le Sénégal. Birama Saounera, nous restons avec vous. Keba Kende promet de résoudre définitivement la crise casamançaise. Le président du mouvement 2.0 pense qu'avec la mise sur pied d'un ministère de la Défense rattaché directement à la présidence afin de sécuriser les frontières, cette crise qui s'est installée dans la partie sud du pays ne sera plus qu'un vieux souvenir. Le problème de la Casamance est très important. Il s'agit là d'une crise qui est la crise la plus importante que le Sénégal ait vécue depuis un certain temps. Nous allons donc nous y atteler. Je pense que tout le monde comprend que le problème de la Casamance est d'abord à la base un problème culturel et économique. Nous allons donc nous atteler à développer un dialogue avec les gens de la Casamance et aussi à résoudre les problèmes économiques d'abord par le désenclavement donc au niveau aérien, au niveau marin, mais aussi au niveau des transports terrestres, et par la création, je dirais, d'emplois, par une politique agressive d'investissement en Casamance, pour que les habitants de la Casamance sentent qu'ils sont tout aussi importants que toute autre région du Sénégal. Nous comptons travailler avec nos voisins pour nous assurer que donc les problèmes, je dirais, militaires sont résolus. Notamment, nous pensons à la création d'un véritable ministère de la Défense rattaché à la présidence et non pas un ministère des Forces armées, pour qu'en fait, lorsqu'il y a des conflits qui impliquent des puissances étrangères, que l'on puisse au moins assurer la sécurité de nos frontières. De la politique, nous en venons à l'environnement. Pour améliorer le secteur de l'assainissement au Sénégal, plus de 5 milliards de francs CFA a été financé par la fondation Bill et Melinda Gates. Ce programme de restructuration du marché des boues de vidange est destiné aux ménages de la zone périurbaine de Dakar. La gestion de l'assainissement pose de plus en plus de problèmes. Le traitement des eaux usées relève de l'exploit dans les zones de Pékin et de Guédiawaye. 48% seulement des ménages pratiquent la vidange mécanique. Une situation qui a poussé les agents de l'ONAS à mettre sur pied un plan spécial, rien que pour ces zones, afin d'y améliorer l'hygiène et les conditions de vie. Ce nouveau programme est destiné à améliorer sensiblement le cadre et les conditions de vie de ces populations défavorisées. En effet, dans ces zones, particulièrement à Pékin et Guédiawaye, le prix moyen actuel de la vidange mécanique est estimé à 25 000 francs et le montant annuel moyen par ménage s'élève
en 65 000 francs. La plupart du temps, les bouts de vidange sont déversés de façon anarchique. Il est rare de sillonner certains quartiers de Dakar sans apercevoir ces flaques d'eau qui traînent partout, empêchant aux populations de vaquer librement à leurs occupations. Une situation déplorée par ces vidangeurs qui estiment que les populations doivent revoir leur manière de construire. Une situation déplorée par ces vidangeurs qui estiment que les populations doivent revoir leur manière de construire des fosses septiques. Il y a des fosses qui sont très mal conçues, de telle sorte que, n'est-ce pas, ça se remplit très vite. Il y a aussi des maisons qui sont surpeuplées. Vous prenez une maison à Grand-Yon, j'ai vu une fois, qui fait plus de 200 personnes. Comment voulez-vous, avec 200 personnes, chacune un seau d'eau par jour, ça fait quelque chose. Celui-là, il est obligé de vidanger la fosse durant pratiquement toutes les semaines. Conduit par l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ce programme permettra d'encourager le développement du secteur privé de l'assainissement et d'augmenter la demande en services de vidange mécanique en améliorant l'accès à l'information, mais le succès ne sera au rendez-vous que si les ménages sont conscientisés. Ce programme est financé par la Fondation Bill et Melinda Gates de montant de 5 milliards et vise à rendre accessible le coût de la vidange mécanique pour les populations à faible revenu. Et ce programme va prioritairement se développer dans les zones de Pikine et de Guédiawaye. Pourquoi ces zones? Parce qu'on a constaté que 65% de ces populations, dans ces zones précisément, utilisent la vidange manuelle. Ils sont dotés de fosses septiques et utilisent la vidange manuelle. Donc on s'est dit que pour mieux préserver le cadre de vie, l'hygiène et la santé publique dans ces environs, il fallait que ce projet commence à se dérouler à ce niveau-là. Les ingénieurs qui ont bien apprécié ce projet demandent une augmentation des stations d'épuration et la dotation de matériel de travail, leur permettant de sécuriser leur santé. Ils déplorent également l'étroitesse de certaines rues, leur empêchant de faire correctement leur travail. Éducation dans ce bloc d'information grève du CUSEMS. Le mot d'ordre a été suivi à la lettre par les enseignants du moyen secondaire. Un tour au lycée Blaise Diagne nous a permis de faire ce constat. Les élèves qui se disent les principaux perdants déplorent cette attitude et interpellent les autorités sur cet état de fait. Voyons cela dans le reportage de Signy Lamotte. Apparemment, le mot d'ordre de grève du CUSEMS, le cadre unitaire syndical de l'enseignement moyen secondaire, a été bien suivi au lycée Blaise Diagne. Ici, au petit quartier, règne un calme plat. Les élèves ont déserté les salles de classe depuis 10 heures. Seule l'administration est fonctionnelle. Nous avons aussi trouvé quelques professeurs sur place. Cette grève de 48 heures renouvelable aura certainement des conséquences sur le déroulement des examens. Un souci par rapport à cela, et surtout pour mes élèves, parce que pratiquement ils n'ont rien étudié depuis le début de l'année. D'autres facteurs viennent se greffer au mouvement d'humeur décrété par les grévistes du CUSEMS. Il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations, l'élection présidentielle et législative. Ces événements ne changeront pas la donne, comme l'atteste ce responsable du CM. Au niveau du lycée Blaise Diagne, les élèves préfèrent voir le professeur venir en classe que de voir les matchs à la télévision. Au lycée Blaise Diagne, l'ambiance est la même. À la salle des profs, les enseignants passent plutôt l'actualité en revue. Ils préfèrent jouer la carte de la neutralité. À quelques semaines des compositions du premier semestre, la plupart des élèves rencontrés dans l'enceinte de la cour du lycée Blaise Diagne regrettent cette situation. Ceux d'entre eux qui préparent les examens sont très préoccupés par l'avenir et ils invitent les autorités concernées à plus de sensibilité en fait de sauver l'école sénégalaise qui se trouve actuellement en situation de crise. Parce que des grèves des professeurs, on était venus pour faire philo, mais les élèves nous ont fait sortir. C'est l'État qui doit nous aider, quoi, parce qu'on n'a rien appris, on est en classe d'examen. On n'a rien appris jusqu'à présent. Et le bac, c'est bientôt. Ce ne sont pas seulement les élèves qui payent les pots cassés. Avec cette grève générale qui risque de durer une semaine, cette vendeuse va ressentir de plein fouet les conséquences de cette paralysie. Je n'arrive pas à vendre mes miches de pain. Je suis obligée de diminuer mes commandes. Les professeurs de l'enseignement secondaire ont favorablement répondu au mot d'ordre de grève lancé par le cadre unitaire syndical de l'enseignement moyen secondaire. Dans les lycées, c'est le désert presque total. Les élèves sont au chômage, tandis que dans les collèges d'enseignement moyen, le niveau de mobilisation est mitigé.
Hors de chez nous, et c'est une information en bref, célèbre pour avoir préservé une paix relative en Guinée-Bissau. Le président Malam Bakay Sagna a été inhumé dimanche 15 janvier à Bissau, la capitale. Ce pays a inhumé son président sur fond de tension latente, tandis que la population se demande si elle trouvera un autre président conciliateur. En tournée en Afrique de l'Ouest, la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a achevé sa visite en Côte d'Ivoire hier mardi. Elle a été reçue le matin par le président Alassane Ouattara. Les deux personnalités ont ensuite animé une conférence de presse. L'entretien entre le président ivoirien et la chef de la diplomatie américaine a porté sur plusieurs domaines. L'état de droit, la sécurité, les questions sociales ou encore l'économie. Le numéro 1 ivoirien a annoncé que la réforme de la filière cacao sera véritablement mise en œuvre à la fin du mois de janvier. Un comité interministériel va être mis en place pour lutter contre le travail des enfants dans les plantations ainsi qu'un comité de surveillance. Et à ce propos, le président Alassane Ouattara a déclaré « Nous avons mis en place un conseil de surveillance pour que tout ce qui a été promis soit bien mis en œuvre » et la première dame, qui a longtemps aidé les enfants issus de familles pauvres, a décidé de s'impliquer personnellement. C'est Dominique Ouattara qui présidera ce comité de surveillance. La Côte d'Ivoire postule à l'éligibilité au processus MCM, Millennium Challenge Corporation, qui lui permettrait d'avoir entre 400 et 500 milliards de francs CFA pour financer son développement. Hillary Clinton préside les MCC et les réserver sur ce sujet. Les conditions d'éligibilité sont très strictes, mais j'ai dit au président Ouattara et à ses collègues de la sous-région que nous travaillons avec le gouvernement pour les aider à tendre vers la réalisation de ces conditions, a souligné la secrétaire d'État américaine. Et Hillary Clinton d'ajouter, évidemment, ce ne sera pas étonnant si tout ceci prend du temps pour la Côte d'Ivoire après les problèmes des 10 dernières années dans ce pays, mais nous sommes confortés par les progrès que nous avons déjà constatés en Côte d'Ivoire et nous encourageons les autorités à poursuivre leurs efforts. Nous ferons ce que nous pourrons pour les soutenir. Sur le plan politique, la chef de la diplomatie américaine a souhaité que le pouvoir ivoirien donne une place à son opposition la plus radicale. De manière égale, sans discrimination. Nous sommes au Congo. Des milliers de personnes sont menacées par une éruption de choléra à l'est, dans la province de Bukavu, où l'accès aux soins est très rare et où l'insécurité empêche les médecins d'atteindre les malades. Plus de 1600 personnes sont infectées et 14 autres ont trouvé la mort. Plus de 1633 cas de la maladie hybride mortelle ont été confirmés la semaine dernière dans la capitale de la province, Bukavu, qui compte 4,6 millions d'habitants. La majorité de cette population vit dans des conditions d'exiguïté et d'insalubrité, aux côtés de déplacés qui fuient l'insécurité dans la région. Le gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Chichambo, a lancé un appel à l'endroit du gouvernement et des organisations internationales. Je remercie encore les partenaires de santé qui se sont déjà engagés dans la réponse aux côtés du gouvernement et les invite tous à plus de coordination pour mener des actions qui vont contribuer à l'arrêt rapide de l'épidémie. Selon les organisations humanitaires, le choléra est une maladie endémique à l'est du Congo, notamment dans la région des Grands Lacs où des éruptions sont signalées chaque année. Il y a eu 18 552 cas de choléra, dont 232 morts à l'est du Congo l'année dernière. Les facteurs comme l'insalubrité et le manque d'eau potable alimentent aussi la propagation de la maladie. La République démocratique du Congo est un pays vaste avec des besoins médicaux urgents dus à un long et violent conflit, mais l'insécurité qui persiste à l'est empêche les médecins d'accéder aux malades. En outre, le système de santé du pays, le manque d'infrastructures, de médicaments et de personnel pose problème. Les médecins et les infirmiers dans certaines zones rurales touchées par le choléra ont également besoin de formation pour la prise en charge de cette maladie. Ça se passe toujours en Afrique. Une délégation chinoise du parti au pouvoir, le Parti communiste chinois, effectue une visite d'affaires au Soudan du Sud. Au terme de cette visite, des accords bilatéraux et des nouveaux contrats pétroliers ont été signés entre Juba et Pékin.
La Chine renforce son partenariat avec le Soudan du Sud. La Chine, le plus grand bénéficiaire de la production pétrolière sud-soudanaise de 350 000 barils par jour, est perçu comme un médiateur déterminant dans les négociations post-sécession avec Khartoum sur une série de questions non résolues comme le pétrole, la délimitation des frontières, les arrangements financiers transitionnels et les arriérés financiers. La Chine nous enverra une grande équipe médicale pour nous aider au niveau du service de santé publique et beaucoup d'autres programmes de développement sont en projet. Parmi les autres projets, il y a un forage au Soudan du Sud qui sera financé par la Chine d'un montant non divulgué. D'ailleurs, un protocole d'accord entre Exim Bank et le ministre sud-soudanais des Finances, la formation des employés sud-soudanais du secteur pétrolier a été signée dans ce sens. L'objectif principal de cette visite est de confirmer les relations d'amitié entre nos deux parties, nos deux pays et entre les deux peuples. Durant la même cérémonie, les autorités du Sud-Soudan ont signé des contrats d'exploration et de partage de production avec 6 compagnies, dont la China National Petroleum Corporation, qui prend légalement le contrôle du secteur pétrolier. Pagan Amoum, négociateur en chef pour le Soudan du Sud, a déclaré qu'en raison des nouveaux contrats, les entreprises pétrolières ont envoyé une lettre pour expliquer que le Soudan du Sud est à jour dans ses paiements et que les négociations qui vont reprendre devraient se concentrer sur les droits de passage. Le gouvernement du Soudan n'a plus aucune raison juridique ni commerciale de taxer le moindre sou au Soudan du Sud, excepté tous les droits de passage. Le Soudan du Sud espère que le soutien des compagnies pétrolières, notamment la CNPC, permettra de tirer profit de la pression diplomatique sur le Soudan afin de résoudre les problèmes et faire baisser la tension. Et puis le commandant du paquebot qui s'est échoué vendredi dernier au large d'une île en Toscane continue toujours de nier les accusations qui pèsent contre lui. Pourtant, les éléments à charge s'accumulent. Il a été libéré dans la nuit de mardi à ce mercredi et assigné à résidence. Le commandant du paquebot qui s'est échoué vendredi 13 janvier au large de l'île en Toscane continue de nier en bloc les accusations qui pèsent contre lui. Pourtant, les éléments à charge s'accumulent. Francesco Schettino a été libéré dans la nuit de mardi à mercredi et assigné à résidence. Francesco Schettino maintient sa version et nie avoir abandonné le navire. Il a même expliqué aux magistrats enquêteurs qui l'ont interrogé ce mardi 17 janvier pendant 3 heures que la direction qu'il a fait prendre au navire après le choc a permis de sauver des milliers de vies. Cependant, l'enquête de la capitainerie démontre le contraire. Cette manœuvre n'était pas volontaire. Selon eux, les moteurs étaient déjà inondés et en avarie. Mis en examen pour homicide multiple, naufrage et abandon de navire, le commandant a commis de nombreuses erreurs et les témoignages sont plus accablants les uns que les autres. Il aurait délibérément dévié le paquebot de sa trajectoire initiale pour parader, comme l'affirme notre commandant. Il n'a pas non plus lancé de SOS et s'est borné 1 heure après l'accident à signaler un simple problème technique. Mais surtout, et c'est ce qui fait le plus scandale, il a quitté le navire plusieurs heures avant les derniers passagers, comme le prouve un enregistrement sonore. Il s'agit d'une conversation téléphonique entre le commandant Schettino et la capitainerie du port de Livourne. L'échange est houleux et accablant pour le suspect. En pleine opération d'évacuation vers 1 heure du matin, le capitaine n'est déjà plus sur le paquebot. Il s'obstine malgré les ordres à ne pas remonter à bord, arguant qu'il peut coordonner les secours depuis la terre ferme. Une terre ferme que les derniers passagers secourus n'ont pu rejoindre qu'à 6 heures du matin, soit plus de 5 heures après le commandant. Anthony Roblin, merci. La version Wolof, c'est avec vous, Sambiagui? Oui, ce sera pour quelques minutes. Dans quelques minutes, le temps de souffler et de revenir. Mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax kon seen ànd ak programme Canal Info News seen bloc d'information day gën di wéy mais xaar leen ñi ci kanam tuuti rek ñu faram-fàcceel la nga xamante ne moom moo fi gën a ruusee ci xabaar ci kàllaamay Kocc Barma jaa ngeen jëf ci kanam tuuti.